Bonjour à tous, bienvenue à cette visioconférence animée par Cyril et Patrick de la BPMed. Donc aujourd'hui, on va parler orientation de votre épargne par rapport à la préparation de votre future retraite. L'idée, c'est que ce soit vraiment interactif, donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Vous avez en bas un onglet qui se nomme chat ou converser, donc vous pouvez noter toutes vos questions et puis on se fera un plaisir de vous donner la parole. Patrick, Cyril, je vous laisse la main et je vous souhaite une bonne visioconférence. Merci. Merci Elodie. Donc bienvenue. Nous sommes heureux d'être parmi vous et merci à l'UPE 06. Nous sommes dans ces locaux, donc c'est très agréable. On a la technique qui est avec nous et on va commencer cette réunion. Donc cette réunion, elle est basée sur, disons, préparer la retraite. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est que nous, il faut que on est heureux de vous présenter des solutions financières afin de répondre à une question qui est à mon avis très importante aujourd'hui. C'est comment générer des revenus différés. Et quand on fait une approche patrimoniale globale, il est certain que quand on voit, vous, les clients, on part d'une constatation fort simple qui dit la chose suivante: une diversification des capitaux permet à terme d'assurer sécurité et plus-value. Eh bien, vous allez investir dans l'immobilier, dans le monétaire, on appelle de l'épargne de précaution, dans le financier. Cyril fera un focus sur les comptes titres, les PEA, l'assurance vie. Il y a un petit autre secteur qu'on appelle valeur refuge, que beaucoup de nos clients nous demandent, disant: tiens, qu'est-ce que vous pensez de faire une petite partie sur l'or, des tableaux? Donc vous voyez qu'ici, on s'aperçoit que la diversification aujourd'hui est nécessaire pour qu'il y ait une réponse à vos souhaits. Tous ces secteurs présentent des avantages et ses limites. Le focus que l'on va utiliser, donc, c'est le financier. Alors, c'est vrai que le financier aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dernièrement, il est connu principalement par sa variation quotidienne du capital. Par contre, l'avantage important, c'est quoi? On a des perspectives de plus-value. Et le point important aussi, c'est de dire qu'il faut se donner des règles quand on rentre sur le marché financier. Et les règles, elles sont les suivantes, et il faut que vous-même, nous-mêmes, quand on annonce cet investissement à nos clients, les 4 règles sont les suivantes. Premier temps, il faut donner un horizon de placement. L'horizon de placement, c'est quoi? C'est la durée. Le deuxième notion, c'est d'avoir directement aussi la diversification des fonds dans les secteurs d'activité, dans la zone géographique. Le troisième point, c'est lisser et investir régulièrement. Pourquoi? Parce qu'on lisse les fluctuations du marché. Et la quatrième règle, c'est sécuriser les plus-values. Et ce point-là, pour moi, ce qui est important, c'est de dire qu'aujourd'hui, c'est ces règles-là qui nous font aller directement sur le marché financier. Je vais continuer, je vais juste là. Donc, on est un peu bloqué. Voilà, parfait. Donc, le sommaire. Alors, on va parler de la nouveauté de la loi PAC, les principales enveloppes incontournables, le compte-titre. Cyril prendra mon relais, le plan d'épargne action. Je reviendrai avec vous par l'assurance vie et la conclusion. Donc, ce qui est important aussi, ce qu'il faut voir, c'est les nouveautés loi Pacte. Alors, la loi Pacte, c'est un peu différent et comme vous avez pu le voir, avant, on était rythmé par les lois de finances. Et on s'aperçoit que par le gouvernement, on va dire Macron, c'est la loi Pacte qui donne du rythme à l'épargne. Et le rythme de l'épargne, son grand, je dirais, point, c'est la retraite. Et il se dit la chose suivante: donc moi, il faut que j'harmonise, il faut que je simplifie, il faut que je donne de la souplesse, il faut que je donne de l'attractivité et le devoir de conseil pour que les gens passent d'une certaine manière préparer la retraite, parce que c'est un thème de dire les revenus professionnels, quand je serai à la retraite, ne seront jamais remplacés. Donc, il faut que je fasse, je dirais, le nécessaire auprès de la banque. BPMed, par la gestion privée, par la banque privée, nous avons, si vous voulez, des rendez-vous qui nous donnent cette possibilité-là. Le point qui est important aussi, c'est de dire la loi Pacte, il y a eu donc des dates qu'il faut bien se donner en mémoire. La loi Pacte, les grandes dates de la loi Pacte, c'est quoi? Pour tous les produits et les dispositifs fiscaux que vous connaissez. Donc, le 1er octobre 2019, apparaît le plan d'épargne retraite dans cette version d'aujourd'hui. Deuxième temps, le 1er octobre 2020, qu'est-ce qui se passe? Tous les dispositifs fiscaux que vous connaissez, que ce soit le PER, la Madeleine, l'article 83, le PERCO,
n'existe plus, n'existe plus dans sa forme. Ça ne veut pas dire aussi qu'il faut les arrêter. Ils continuent directement, calmement, que selon, je dirais, vos choix. Mais à partir du 1er octobre 2020, apparaît le PERI. On est dans c'est les personnes physiques qu'on appelle le PERI, plan d'épargne retraite individuelle. Le PERCOL, plan d'épargne donc collectif, qui est souscrit par l'entreprise, et le PERO, c'est le plan d'épargne retraite obligatoire qui remplace l'article 83. On s'aperçoit que donc aujourd'hui, on est en train de faire pour nos clients, pour avoir une vision claire, pour avoir un réceptacle, ce plan d'épargne retraite qui a beaucoup, beaucoup de points forts. Alors, ce qui est intéressant dans ce schéma-là, ce tableau, on va vite le commenter, mais c'est de dire, c'est la chose suivante. La nouvelle, donc le plan d'épargne retraite, il a 2 avantages importants. C'est je peux récupérer à la retraite en capital, et si demain, en cours de phase d'épargne, je peux faire une sortie anticipée pour l'acquisition de ma résidence principale. Voilà le grand thème du plan d'épargne retraite, sachant que le PERP, la loi Madeleine, n'avait pas cet avantage. Donc, vous voyez ici que pour avoir du succès, beaucoup de clients nous disaient Monsieur Lombard, Monsieur Macaudière, c'est très bien, je sais que je comprends sur le plan fiscal, on y reviendra. Par contre, ce qui est important, c'est de dire, moi, des fois, j'ai besoin du capital. Donc, aujourd'hui, on a cette fenêtre, et cette fenêtre donne vraiment des points forts à ce sujet. Quand on parle des versements volontaires, vous voyez qu'il y a 3 pavés. Versements volontaires, c'est grâce à ces versements volontaires qu'on va avoir, oui ou non, la déduction fiscale. On va revenir sur l'autre slide. Le compartiment 2, c'est les cotisations obligatoires et l'épargne salariale. Ça veut dire que quand on parle d'un plan d'épargne retraite, on a 3 compartiments. Et ces 3 compartiments sont approvisionnés directement, donc selon le choix, ou par transfert, ou par versement volontaire. Et arrivé un moment, le plan d'épargne retraite aussi va peut-être être un réceptacle de tous les dispositifs que vous avez eus au préalable avec les différents métiers que vous avez eus. Et ça sera pour l'avenir qu'on pourra tout mettre sous une seule enveloppe. Donc, voilà l'intérêt du plan d'épargne retraite, c'est aller au plus simple. Il est intelligent, ce produit, il est un peu complexe parce que c'est vrai que je ne veux pas trop aborder, disons, on peut tout faire. La seule chose qu'il y a, et nous, à la Banque Populaire Méditerranée, on s'y attache, le transfert est possible, mais il faut toujours étudier ce que vous avez déjà. Est-ce que c'est avantageux, oui ou non, de demander un transfert vers le plan d'épargne retraite? Mais c'est vrai que les 2 avantages, et je me répète encore sur le plan d'épargne retraite actuel depuis le 1er octobre, je dirais 2019, c'est je peux récupérer du capital si je le souhaite et non pas en rente, et j'ai la possibilité de faire une sortie anticipée si j'ai l'acquisition d'une résidence principale. Mais résidence principale, ce n'est pas primo-accédant, hein, résidence principale. On peut y aller. Donc, vous voyez… Patrick, vas-y. Si je peux me permettre pour compléter ce que tu as dit, ce qui est très important, c'est que par exemple, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui nous posent la question de vouloir transférer un Madelin sur le nouveau PER. Mais il faut faire attention parce qu'effectivement, ils veulent chercher la sortie en capital. Mais nous, on va quand même étudier parce qu'aujourd'hui, il y a des contrats Madelin qui sont anciens. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont des contrats Madelin où la sortie en rente est très avantageuse. Les tables de mortalité utilisées sont anciennes, elles sont avantageuses. C'est pour ça que nous, on fait un travail de recherche pour savoir si c'est quand même intéressant de transférer ce contrat Madelin vers un PER. Donc ça, on a l'habitude de travailler et on essaye d'avoir un regard objectif. On n'est pas là pour transférer tous les contrats à la Banque Populaire, mais on fait un travail de recherche afin de savoir s'il faut garder ce Madelin ou transférer ce Madelin en PER. Et ça, on le fait ensemble, Patrick. Oui, ok, tout à fait. Merci des précisions, Cyril. Donc, Patrick, vous voyez Cyril, excusez-moi de vous couper. On a déjà une première question de Claude. Est-ce qu'il peut vous la poser maintenant ou vous souhaitez attendre un peu? C'est par rapport au comme non, bien sûr, maintenant, puisqu'on est dans le cœur de l'actualité, si on peut répondre, allez-y, Claude. Okay. Oui, bonjour. Voilà, donc j'ai un peu étudié le PER. Donc, effectivement, il y a la possibilité aujourd'hui, certains assureurs commencent à transférer les Madelins en PERI. Ma question, c'est dans certaines entreprises, et au vu du Covid, beaucoup de salariés ont déposé dans le compte épargne-temps et dans un PERCOL leurs jours non pris en 2020-2021. OK ? Oui. Donc, c'est la deuxième poche. Oui.
D'accord. Au niveau du PERCOL, attention, là vous voyez, merci de cette question, là vous voyez, on est vraiment, alors le PERI, on est à titre personne physique, le PERCOL, c'est l'entreprise qui a mis en place, donc dans son entreprise, donc je dirais ce dispositif, et c'est vrai qu'on peut alimenter par je dirais, par le compte épargne-temps. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Aujourd'hui, on a beaucoup dans certaines entreprises qui ont été fermées, il y avait des droits à congé qui ont été transférés dans les PERCOL. Ma question, en fait, c'est si demain matin, on a un salarié ou un dirigeant qui a un PERI, est-ce qu'il peut rapatrier la poche du PERCOL sur le PERI pour avoir un seul et unique contrat? C'est-à-dire que souvent, c'est des accords d'entreprise, donc les PERCOL, ils sont logés chez les partenaires sociaux, type GPS. Et voilà, ma question, c'est est-ce que cette poche, on peut la rapatrier à la BPMed, par exemple? Voilà, je suis titulaire d'un PERI à la BPMed. Est-ce que si j'ai 100 000 sur le PERI et j'ai 30 000 sur le PERCOL, je peux avoir un compartiment, un pair à 130 000 avec, bien entendu, les 3 compartiments étanches, puisque à ce jour, le législateur ne permet pas les transferts entre les 3 compartiments. Tout à fait. Alors, vous voyez, c'est la précision que vous venez de me dire. Aujourd'hui, tant que vous êtes en activité, vous avez un PERCOL qui va répondre aussi que si vous avez un abondement d'un intéressement en participation, je vous conseille de conserver le PERCOL dans votre entreprise parce que si vous le mettez dans un PERI BPMed, l'entreprise ne va pas pouvoir abonder. Donc, quand on fait les transferts de PERCO, de l'article 83, on dit il n'a plus d'activité dans l'entreprise ou alors il a changé d'entreprise et à partir de là, vous avez tout à fait raison en disant on peut le mettre sur le PERI BPMed. Mais si vous utilisez, comme vous venez de me dire, les comptes épargne-temps, vous voulez, il y a de l'intéressement, il y a un abondement de l'entreprise, il ne faut pas verser ce PERCOL directement sur le PERI parce que comment on va aller chercher l'abondement de l'entreprise qui peut, à mon avis, être plus facile si vous gardez le PERCOL. C'est une question de simplicité. Ma question, c'était une simplicité, en fait. Pendant toute votre durée de salarié ou dirigeant, vous faites coexister 2, 3, 4 contrats. Oui. Parce que c'est comme ça. Oui. Et arrivé à l'âge de la retraite ou à la cession d'entreprise, ma possibilité, c'était est-ce qu'il est possible, donc, ce fameux PERCOL, de le rapatrier vers le père de mon père principal, on va dire. Oui, je vous le confirme, tout à fait. Et là, c'est une très, très bonne question. Vous avez raison, hein, il y aura beaucoup aujourd'hui. L'idéal, c'est lorsque vous êtes à la retraite, d'avoir un seul support, le PERI, qui va vous permettre de choisir entre la sortie en rente ou en capital. Mais comme l'a dit Patrick, aujourd'hui, les PERCO ont un avantage, c'est que ça permet d'avoir un abondement sur un éventuel intéressement. Donc, il faut garder en activité. Je veux dire, nous, la Banque Populaire, on a un PERCO. On peut ouvrir un PER. À titre privé, j'ai un PER, mais vous pouvez le garder, il n'y a pas de contrainte. Mais le tout, c'est qu'à un moment donné, vous pourrez tout regrouper, c'est possible. Tout à fait. La caractéristique du PERCO, c'est qu'effectivement, il y a un abonnement qui est versé, donc on ne peut pas verser sur le PER en direct. Donc, vous pouvez le garder, mais nous, on pourra vous le transférer sur un PER Banque Populaire avec tous les compartiments. Par contre, pour la sortir en rente, vous calculerez 2 ou 3 rentes, c'est ça? Alors non, ça sera fait… alors, vous voyez à votre gauche, regardez à votre gauche à l'âge de départ de la retraite. Capital unique, capital fractionné, rente viagère, capital. Donc là, on aura des choix. C'est ça aussi qui est intéressant dans le plan d'épargne retraite. Alors, le plan d'épargne retraite, on va dire que la rente, souvent on décrit la rente disant, mais la rente, si je fais le montant que j'ai et que je reçois la rente, il faut que je vive tant. Et il faut savoir une chose, aujourd'hui, c'est que la rente viagère sécurise et on a de la sérénité quand on a une rente viagère. Une rente viagère, ça veut dire que quoi qu'il arrive, on aura un versement qui sera versé tous les mois, tous les trimestres, indexé chaque année et qui complétera la retraite. On est en train de voir aussi avec le plan d'épargne retraite, souvent on dit, oui, maintenant, c'est peut-être, après il fera la comparaison Cyril au niveau du suivi de cette réunion, mais ce qui est important et dans ce qui est à votre gauche, on a la possibilité de sortir en capital fractionné, capital unique, la seule chose qu'il y a, c'est ce qui est important, donc après je parlerai de la fiscalité dans le deuxième slide, mais ce qui est important c'est quoi? Le mode d'alimentation, vous avez très bien dit, on peut transférer des
des anciens contrats retraite, des issues des nouveaux contrats PER. Les versements volontaires, c'est quoi? C'est de l'argent qui va donner la possibilité d'avoir de la déduction fiscale ou de la non-déduction fiscale. Ce qui est important aussi, vous voyez au milieu, l'âge départ, on est en phase d'épargne. On est en train, avec ce contrat-là, de protéger financièrement la famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 5 premiers, c'est les accidents de la vie. Ce n'est pas un argument. Par contre, on sait que si malheureusement, il y a dans un de ces 5 cas qui arrivent, il y a un déblocage du plan d'épargne retraite sans qu'il y ait imposition. Il n'y a que dans l'acquisition de la résidence principale, selon comment on est rentré, qu'il y aura imposition en termes donc de revenus et de capital. Donc vous voyez aujourd'hui qu'il y a un premier temps, une retraite pour penser à vous et pour passer long terme, par rapport, parce que c'est un placement long terme. Et deuxième temps, s'il y a des accidents de la vie, on peut récupérer pour protéger financièrement la famille. Je vais faire un peu un point très rapide sur la fiscalité du PER. Et vous voyez encore, pour refaire encore les compartiments par rapport à la question que vous avez posée, monsieur, tout à l'heure. Le premier Juste, rectangle… Patrick, juste pour préciser, Claude, il a raison. On en a parlé juste avant. Vous avez raison. Ce qui est très important, c'est ce qu'on étudie, c'est les tables de mortalité et la rente issue de vos anciens contrats, Madelin ou PERP ou article 83. Parce qu'aujourd'hui, on est en 2021, on a des tables qui sont plus récentes, l'espérance de vie est plus grande. Donc, on peut parfois, si on simule une rente, avoir un écart important. Donc, vous avez raison. Avant de transférer, une fois qu'on a transféré, on est sur une nouvelle table de mortalité, sur une nouvelle table de rente. Donc, il faut vraiment étudier, c'est très important parce qu'une fois qu'on a basculé, on a basculé et on ne peut plus revenir en arrière. Donc, c'est important ce que vous avez dit. Ouais. Chaque cas est personnalisé et c'est ça qu'aujourd'hui, on est en train de parler, on fait un focus, mais il faut qu'on ait des rendez-vous, je dirais, vraiment dans le comment générer, je me répète encore, des revenus différés et de quelle manière. Et je vais vous montrer, donc là, vous voyez un peu ma souris. Ce qui est important dans le PER, sans aller encore trop loin, c'est tout dépend comment je rentre dans mon plan d'épargne retraite. Quand j'ai une déduction du revenu imposable, j'ai une sortie fiscalisée. Quand j'ai un versement non déductible, je n'ai pas de fiscalité sur le capital. Par contre, j'ai sur les intérêts et la sortie en rente, on n'est pas en, si vous voulez, on est en revenu, je dirais, onéreux, à titre onéreux, c'est-à-dire que selon l'âge je dirais, du bénéficiaire, on aura des abattements. Je donne juste un exemple. Si je reçois une rente avec un versement qui a été non déductible de 100 et que j'ai plus de 70 ans, je ne serai taxé que sur 30. Mes prélèvements sociaux seront taxés uniquement sur 30. Donc, vous voyez aussi l'intérêt que s'il y a une rente viagère, de voir un peu, et à chaque versement, on peut faire le choix. Il y a le PERCO, le PER, comme vous avez donc bien dit. La seule petite chose qu'il y a d'important, c'est l'article 83, que quand il y a la notion de versement obligatoire, c'est-à-dire c'est l'entreprise qui a versé donc ces contrats pour vous, avec bien entendu une convention avec certains salariés, il ne pourra sortir qu'en rente. Ça, c'est très important. Le péri, il y avait une petite passerelle, mais je n'ai pas envie d'en parler parce que c'est fini, on ne peut plus le faire aujourd'hui. Mais l'article 83, donc, si on a des versements obligatoires, on sortira obligatoirement en rente. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, ce plan d'épargne retraite et toutes les réflexions que l'on peut avoir, c'est un produit, pour moi, je le considère intelligent, complexe, mais très intéressant pour cantonner un montant. Si on fait un plan d'épargne retraite, je ne souhaiterais pas, et Cyril va le démontrer, je dirais de dire c'est mieux l'un que l'autre. Non, c'est complémentaire. Et à partir de là, si je mets une poche pour le plan d'épargne retraite, je me dis qu'aujourd'hui, c'est pour avoir des revenus différés. Voilà, donc, on a fait un focus sur le PER. On voit les principales caractéristiques, comme on dit souvent, et je le répète encore, on a des alimentations qui viennent de 3. Tout dépend de la fiscalité quand on fait des versements volontaires. Les transferts ne vaut pas, bien entendu, déduction. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de très intéressant. Le couple peut avoir chacun son plan d'épargne retraite. Donc, ça aussi, c'est très intéressant. Ce n'est pas parce que, alors, monsieur ou madame, on va faire, il ne travaille pas, il peut ouvrir un plan d'épargne retraite. Et donc, le point à la sortie, pour préparer sa retraite et anticiper un complément de retraite, une rente à vie
rente à vie, c'est-à-dire qu'on n'est pas tenu par rapport à une durée reversible, 60-100%, des revenus garantis, où on récupère le capital. Donc, on a vu qu'il y avait le pacte de la souplesse, on a tout intérêt à faire ce type de placement en complémentarité, on a des cas de sortie. Alors, juste un petit point sur l'acquisition de la résidence principale, tout dépend du plan de financement. J'ai un plan de financement avec 20% d'apport, je demanderai le débocage pour dire oui, j'ai besoin de ces fonds pour financer l'apport de ma résidence principale. Voilà donc un focus rapide, mais c'était quand même important de commencer, je dirais, par cette retraite qui, à mon avis, c'est un très, très gros sujet aujourd'hui et on parlera aussi de la valorisation. Cyril, c'est à toi et tu me parles et tu me dis au niveau des pages quand tu souhaites dérouler. Pas de problème. Donc, on a vu, tu as présenté les caractéristiques du PER. On voit que c'est très, très intéressant parce qu'en fait, c'est comme un puzzle. Hein. On choisit de déduire ou pas, on choisit sa sortie en capital ou pas. Ce qui est important aussi pour vous, c'est que, parce que ça paraît simple en fait de choisir déduction ou pas, c'est que dans votre avis d'imposition, on voit aussi en dernière page que vous avez les 3 dernières années où c'est indiqué les possibilités de versement sur le PER. Parce que si vous décidez de ne pas verser sur une année, cette possibilité est reconduite pour les 3 années suivantes. Donc, ce qui est très important, c'est qu'en 2021, sur l'avis d'imposition, si vous avez les moyens de verser, il faudra aller chercher la possibilité de ce qui est possible, l'excédent de 2017, 2018, 2019. Parce qu'après, l'année prochaine, 2017 sera perdu. Donc, c'est important de faire le point si vous avez moyen de pouvoir verser un gros montant, même de choisir aussi le plafond du conjoint. Sinon, celui-ci est perdu. Par contre, ce qui est très important aussi, c'est que lorsqu'on verse sur un PER, parce qu'avec Patrick, c'est vrai qu'on ne peut pas tout présenter en une demi-heure, faire un focus sur le PER, c'est pour ça qu'on vous encourage à venir nous voir, c'est qu'il faut tenir compte, quand vous versez en 2021, de ce que vous avez versé en 2020 au titre donc des versements sur le Madelin, si vous êtes TNS, sur la partie Madelin, sur une partie de vos versements Madelin. Il faut tenir compte de l'abondement sur un PERCO qui a été versé par l'entreprise, il faut tenir compte de l'article 83, il faut tenir compte de beaucoup de choses. Et ça réduit l'enveloppe. C'est pour ça qu'il faut quand même venir nous voir et c'est intéressant de cibler, de faire une étude sur mesure. Ça, c'est aussi important. Donc maintenant, le PER, on le voit dans tous les journaux, c'est le produit phare de 2020. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il existe des enveloppes aussi incontournables, hein, que sont le compte titre, le PEA et l'assurance vie, et dont la réglementation a évolué favorablement ces dernières années. Et donc, on va voir que ça a quand même du sens d'avoir finalement toutes ces enveloppes. On t'entend plus. Ah bon? Allô? Non, on ne t'entend plus, Cyril. D'un coup? Oui, voilà, c'est bon, vas-y. Là, maintenant, je t'entends. J'entends bien. Voilà, parfait. Ah bon? Allez, on est bon. C'est bon, d'accord. Donc, je disais, c'est intéressant d'avoir toutes les enveloppes, elles sont complémentaires, comme tu l'as précisé, Patrick. Donc, si on commence par le compte titre, vas-y, Patrick, tu peux faire passer. Donc, le compte titre, hein, on va dire, c'est l'enveloppe la plus simple à ouvrir. Hein. Vous avez un univers d'investissement qui est complet. Vous pouvez acheter des actions, des fonds, des obligations, des certificats, des warrants, ou même loger des SCPI si vous voulez les visualiser. Bref, c'est vraiment l'enveloppe la plus souple. En plus, ce qui est important, c'est que vous pouvez donc, avec ce CTO, diversifier votre patrimoine. En priorité, bien sûr, on a une épargne de précaution, toujours une sécurité. Et après, on a beaucoup de nos clients qui ont envie d'investir sur les marchés en direct, aller chercher des places financières telles que les États-Unis, parce qu'on le voit aujourd'hui, les États-Unis, que ce soit le Nasdaq ou le Dow Jones, avec des valeurs qui ont explosé, on peut aller chercher cette classe d'actifs à travers le CTO. On a une disponibilité parce que quand vous achetez et quand vous vendez, la plus-value est directement disponible sur votre compte espèce. Vous pouvez la toucher, on n'est pas bloqué, on dirait comme certaines enveloppes comme le PEO, l'assurance vie, qui auront d'autres avantages. Donc ça, c'est intéressant. Sachant qu'au niveau de la Banque Populaire, on a un service bourse qui est logé au sein de notre siège, où vous avez 5 personnes que vous pouvez consulter et vous indiqueront les tendances des marchés, vous pourrez passer vos heures de bourse avec eux. Donc, c'est un service qui est à disposition de nos clients et c'est toujours très intéressant. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur le CTO. Alors, on verra la différence après avec la fiscalité, mais surtout, ce qui est important, c'est que le CTO, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut le donner. On peut transmettre le CTO, on peut transmettre des titres à ses enfants, ce qui n'est pas le cas d'un PEA ou d'une assurance vie. Donc, aujourd'hui, on a des clients qui ont des CTO avec de grosses plus-values et ces clients, nous, vous, hein,
on peut très bien donc transmettre ce CTO et les titres obligataires, les titres actions intérieures à ses enfants, ce qui n'est pas possible. Donc là, c'est un petit graphique pour illustrer le domaine d'intervention. On voit qu'avec un CTO, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. On peut investir dans n'importe quel type de support. Et ça, c'est une des caractéristiques du compte titre et c'est son intérêt. Vas-y. Alors, la fiscalité, c'est vrai qu'il y a quelque temps, le CTO, on disait attention, lorsqu'on achète un titre, lorsqu'on reçoit un dividende, lorsqu'on fait une cession de plus-value de valeur mobilière, la fiscalité était onéreuse. Hein. Un petit rappel, c'était avant 2018, on avait une fiscalité à l'IRPP. Lorsqu'on avait un revenu, un dividende d'action, un intérêt d'une obligation ou bien une cession de plus-value mobilière, on avait une fiscalité onéreuse. En 2018, avec l'apparition du PFU, donc la fiscalité des revenus de capitaux mobiliers a changé. Il y a maintenant un impôt à 30%, 12,8 plus 17,2 de prélèvements sociaux sur l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers. Donc déjà, avec cette fiscalité qui s'est adoucie, avec le fait que l'ISF a changé, les placements financiers ne font plus partie de l'ISF puisque maintenant on a l'IFI, le portefeuille titre retrouve une attractivité intéressante. Donc ça, c'est important, il faut le noter. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup plus de gens qui ouvrent un CTO, parce que je vous l'ai dit, on peut le donner, on peut accéder à des actifs qu'on ne peut pas accéder avec le PEA, et donc c'est toujours intéressant. En plus, on peut avoir un seul compte, on peut avoir un compte joint, un compte collectif, on peut ouvrir plusieurs CTO dans plusieurs établissements, et donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et donc, aujourd'hui, la fiscalité fait que le CTO permet quand même beaucoup de choses. Alors, à rapprocher à votre taux marginal d'imposition, on parle de 12,80 et Cyril a bien fait de le préciser. Vous savez que le barème, c'est 11, 30, 41, 45. Vous voyez ce que disait Cyril, le 12,80, ben, ça a quand même un peu de puissance par rapport à cette imposition-là. Parce que le 17,2, pourquoi on n'en parle pas? Parce que c'est malheureusement, tout est assujetti aux prélèvements sociaux. Tandis que le 12,80, si on fait par le barème progressif de l'impôt, je me répète, il y a 11, 30, 41 et 45. C'est pour ça qu'il retrouve de son attractivité. Deuxième enveloppe très intéressante, importante, que tout le monde connaît, c'est évidemment le plan d'épargne action qui a été créé en 1992 pour permettre aux Français d'investir sur les actions. Donc, ça permet d'avoir une enveloppe où on peut acheter et vendre à l'intérieur du PEA sans fiscalité. On parlera de fiscalité uniquement lorsqu'on retire. Par contre, l'univers d'investissement est plus limité qu'un compte titre ordinaire parce que vous pouvez acheter à l'intérieur de ce PEA des actions qui ont une action qui a son siège social dans l'Union européenne plus l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein, ou alors dans des fonds communs de placement dont les actions respectent ces critères. Donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire tourner le compteur comme vous voulez. Vous pouvez acheter et vendre 100 fois dans l'année, vous n'avez aucune fiscalité. Et ça, c'est quand même très important. Il y a une certaine souplesse par rapport au plan d'épargne action. Son petit frère, le PEA-PME, a été commercialisé en 2013 avec François Hollande. Ça permet aussi d'inciter les Français à aller sur des PME, des ETI et des petites sociétés avec aussi les mêmes caractéristiques que le PEA en termes de fonctionnement. Alors, vas-y, Patrick. L'imposition. Alors, toujours pareil, le PEA, comme le compte titre, a vu son imposition fortement baisser. La loi Pacte a aussi modifié et assoupli le fonctionnement. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que la date du premier versement est essentielle sur un PEA. Aujourd'hui, moi, j'ai encore rencontré des clients qui avaient un PEA ouvert. Ils m'ont dit, voilà, monsieur Macaudière, j'ai ouvert un PEA pour plus tard. Ça permet de faire tourner le compteur, mais il n'y avait pas eu de versement. Ce qui est important, c'est le premier versement. Vous pouvez ouvrir un PEA sans versement, ça ne fait pas tourner le compteur fiscal. Donc, il faut faire un premier versement. Auparavant, lorsque vous sortiez les 5 premières années, donc il n'y avait plus d'intérêt d'avoir un PEA, vous aviez une imposition à 22% sur les intérêts. Aujourd'hui, avec le PFU, on retourne sur une imposition traditionnelle à 12,8 plus 17,2 sur la plus-value sur les intérêts. Donc, on n'est pas pénalisé en cas de sortie sur les PEA les 5 premières années. Mais ce n'est pas l'objectif. Bien évidemment, l'intérêt du PEA, c'est de conserver 5 ans. Au bout de 5 ans, première échéance, on est capable d'avoir une fiscalité intéressante, c'est-à-dire qu'au cas où, si on sort de ce PEA, vous n'avez pas de fiscalité sur la plus-value, mis à part les prélèvements sociaux. Donc ça, c'est important. Et les nouveautés, c'est qu'aujourd'hui, après 5 ans, on peut très bien faire de nouveaux versements. On n'est pas jusqu'au plafond de 150 000 euros.
Donc ça, c'est important. Voilà les principaux avantages du PEA. Ce qui est important aussi, donc on a marqué, les retraits partiels sont désormais possibles à compter la 5e année, alors que c'était 8 ans auparavant. Et puis lorsqu'on retirait, on ne pouvait pas reverser. Là, c'est possible. Après 5 ans, on peut de nouveau reverser dans la limite d'un plafond. Par contre, un exemple, celui qui met 150 000 € sur un PEA, qui retire 20 000, il ne pourra pas reverser parce qu'il a déjà mis 150 000. C'est le montant des versements qui est important. Mais vous mettez 50 000 € sur un PEA, vous retirez 20 000, ben vous avez toujours la possibilité, après 5 ans, de compléter jusqu'à 150 000 €. Donc, c'est beaucoup plus souple. Les retraits partiels avant la 5e année deviennent possibles sous condition. Bon, ils ont rajouté des mesures licenciement, invalidité, mise en retraite anticipée du titulaire ou de son conjoint ou partenaire pacsé. Donc, ça a quand même été assoupli avec la loi Pacte. Les plafonds. Donc, le plafond du PEA qui était au départ de 132 000, qui est passé à partir de 2018 à 150 000 €. Le PEA-PME est arrivé aussi donc en 2013. Le plafond était de 75 000 €. La loi Pacte, toujours pareil, pour inciter les investisseurs, les contribuables à investir dans des actions, petites, moyennes ou grosses capis, le plafond a été globalisé à 225 000 €. C'est-à-dire qu'il est donc, sachant que aujourd'hui, le PEA-PME peut aller directement jusqu'à 225 000. Le plafond est commun, mais on n'est plus limité à 75 000 € sur le PEA-PME. Par contre, un exemple, c'est pour ça, si je mets 225 000 € sur un PEA-PME parce que j'ai envie d'investir dans des titres non cotés ou des titres de petite valeur, je n'ai plus de place dans le PEA parce que c'est quand même globalisé. Mais c'est vous qui choisissez de ventiler entre le PEA et le PEA-PME en respectant le plafond de 225 000 €. Comme tu disais, Cyril, les chefs d'entreprise aujourd'hui utilisent un peu la poche PEA pour mettre leurs titres. Si tu peux donner quelques points par rapport à ça. Il est toujours possible d'insérer des titres non cotés dans le PEA ou le PEA-PME à condition de ne pas détenir plus de 25% de droits de vote de la société qui est inscrite. Ça, c'est clair qu'on ne peut pas inscrire sa propre société dans le PEA-PME, mais on peut investir dans des titres non cotés. Ça, c'est possible, que ce soit au travers de fonds, de private equity ou de parts de société, mais auxquelles on n'est pas actionnaire majoritaire. Donc ça, c'est important. La nouvelle règle aussi, c'est au niveau des jeunes. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas contribuable, un jeune qui est entre 18 et 25 ans, s'il est étudiant, qui est rattaché au foyer fiscal, votre fils, peut très bien ouvrir un PEA, sachant que son plafond est limité à 20 000 € tant qu'il est rattaché. Après, une fois qu'il est détaché, il devient contribuable, il pourra avoir son plafond de 150 000 revenir. Mais c'est un petit coup de pouce pour les foyers fiscaux afin de commencer jeune à investir dans les actions, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, finalement, sur long terme, on le verra après, les marchés financiers… On ne t'entend pas. Ah, ouais, c'est bon. Ouais, en fait, il faut que j'ai l'impression qu'il faut que je touche un peu la souris, parce que sinon, le son il saute. D'accord. Pardon. Donc, je disais, les jeunes aussi de 18 à 25 ans, rattachés à un foyer fiscal, ont la possibilité d'ouvrir un PEA limité de 20 000 €, mais ça permet déjà jeunes d'avoir un accès au marché financier, et c'est ce que veut le gouvernement. Aujourd'hui, tout est fait pour qu'on aille sur les marchés financiers avec des dispositifs fiscaux intéressants. On l'a vu, CTO, PEA. On le verra après, tu feras un point sur l'assurance vie. Donc ça, c'est aussi intéressant. Les mineurs émancipés ont la possibilité d'ouvrir un PEA-PME, mais ne peuvent plus ouvrir de PEA. Les conséquences du Brexit, là, on a eu beaucoup de questions sur le fait que le Royaume-Uni est sorti du 1er février 2020 de l'Union européenne. Donc, bien évidemment, il y a des fonds qui ont créé des SICAV avec des fonds du Royaume-Uni. On peut avoir des valeurs du Royaume-Uni dans son PEA. Bien évidemment, il n'y a pas de coup près. On n'est pas obligé de sortir du jour au lendemain, de tout vendre pour respecter la loi. Donc, vous voyez, il y a une ordonnance qui a été publiée le 16 décembre qui prévoit d'accorder aux détenteurs du PEA ou de fonds un délai raisonnable pour se dessaisir de ces titres. Il y a eu plusieurs je dirais, échéances. Aujourd'hui, l'ordonnance prévoit que ce délai ne doit pas excéder 2 ans. C'est souvent intéressant pour les fonds parce que les fonds qui ont des gros encours et avec des caractéristiques particulières, ils ne peuvent pas sortir les titres du Royaume-Uni comme ça d'un seul coup. Donc, même pour le particulier, aujourd'hui, on n'a pas encore les textes officiels, on est censé, sur un PEA, sortir tous les titres du Royaume-Uni. Voilà. Donc là, vous voyez, on a fait le tour un peu sur les enveloppes complémentaires du PER, le CTO. Le CTO permet d'aller chercher des classes d'actifs différentes, des obligations, les marchés émergents, les marchés américains, on le voit de plus en plus. Le PEA, lui, permet d'avoir une fiscalité très douce sur des titres de l'Union européenne.
Donc, on va voir maintenant l'assurance vie, la troisième enveloppe phare intéressante. Patrick, tu fais le point? Ok, très bien. Donc, on va parler donc du chapitre assurance vie. Au préalable, vous en souvenez quand il y avait 4 secteurs d'investissement. Donc, l'assurance vie, ben, on s'aperçoit que c'est quand même, quoi qu'il arrive, le placement préféré des Français. Ce qu'il y a d'important, c'est quoi? C'est qu'on valorise. Quand on valorise, il n'y a pas d'impôt. Quand on retire, c'est disponible avec le fonds euro. Et après, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on a un cadre fiscal avantageux tant sur le plan des rachats, et on vous montrera la particularité, et au niveau de la transmission. La transmission, pourquoi? Parce que c'est le seul contrat où on peut mettre un bénéficiaire sans passer par un notaire. Donc, ça veut dire que quand on a un contrat d'assurance vie, ben, on va privilégier une personne lors de son héritage. S'il arrive quelque chose au titulaire, c'est cette assurance vie, donc il y aura une clause bénéficiaire. Donc ça, c'est un point important sur l'assurance vie. On ne va pas parler trop de contenu du fonds euro. Peut-être Cyril reprendra un peu par rapport à son schéma de performance et des classes d'actifs. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est l'assurance vie. Elle est nominative. Bon, c'est vrai, on peut faire de la coadhésion. Mais ce qu'il y a d'important, c'est quoi? C'est qu'il y a une stipulation pour autrui. Stipulation pour autrui, ça veut dire que je peux mettre un bénéficiaire en cas de décès. Je privilégie une personne lors de mon héritage. Le cadre fiscal lors du rachat. Et là, c'est le top du top, pourvu que ça dure et que le gouvernement garde cette notion-là de rachat partiel. Vous apercevez sur ce schéma qu'il y a un capital et les intérêts quand on fait rachat partiel, c'est-à-dire que je prends une partie de mon argent, donc de mon assurance vie, il est décomposé en capital et intérêt. Et comme vous le voyez, c'est l'intérêt qui est imposable. Ce n'est pas la totalité du retrait. On va prendre juste un exemple. J'ai 10 000 €, j'ai 1 000 € donc d'intérêt. Ma base, mon assiette d'imposition, ça sera sur 1 000 €. Donc, regardez un peu quand vous avez, alors on va juste comparer rapidement des revenus fonciers. Les revenus fonciers, bon, on ne va pas parler des charges ou quoi, je suis taxé quasiment à 100%. J'ai des obligations, je suis taxé à 100% de mon obligation. Par contre, sur de l'assurance vie, j'ai une partie intérêt qui seule, c'est ma base d'imposition. Et ça, c'est un point très important qui pourra aussi compléter, pourquoi pas, la retraite quand on aura capitalisé, capitalisé et qu'on sortira pour avoir des revenus complémentaires. Alors Patrick, ce qui est important, pour reprendre aussi l'exemple, être précis, parce que parfois les clients nous demandent, tu as raison, vous avez un livret qui fait 100 000 €, qui vous rapporte, attention, ce n'est pas le cas aujourd'hui, 2% par an. Ce livret passe de 100 à 102 000. Vous ne faites rien, vous le laissez. Fiscalement, vous avez le PFU qui tombe dessus, même si vous ne prenez pas ces 2 000 €. Un autre exemple, donc vous avez une assurance vie avec ces 100 000 qui rapporte 2% aujourd'hui. Tant que vous ne faites rien, ça capitalise. Aucune fiscalité. Vous dites finalement, je veux récupérer ces 2 000 €, que la partie intérêt, comme le dit Patrick. Dans ces 2 000 €, parce que je connais cet exemple par cœur, au bout d'un an, avec un fonds euro qui rapporte 1%, vous avez une fiscalité sur les intérêts qui sont de 180 €. Vous voyez, donc on compare 180 € fiscalisés, on verra après sur la fiscalisée, par rapport à 2 000 € sur un livret, en ayant commencé tous les deux avec 100 000 €. C'est là le gros avantage de l'assurance vie. Vous maîtrisez la fiscalité. Et en résumé, vous pouvez considérer que sur des rachats partiels, vous avez 5% de fiscalité moyenne sur l'ensemble du contrat. Parce qu'on écrase la base taxable avec le fait que dans un rachat partiel, vous avez une partie capitale qui est toujours exonérée, le capital, et seulement la partie intérêt qui est taxable, comme vous pouvez le voir sur le fameux gâteau ou le camembert que vous voyez à l'écran. Merci. Donc, là, juste un point, mais je ne vais pas commenter l'étau parce que le point important sur l'assurance vie, il y a ce que l'on appelle, c'est à compter de. Vous savez, quand on parle de fiscalité, surtout dans l'assurance vie, à compter de telle date, ça sera comme ça. Et l'assurance vie, et c'est pour ça que quand on reçoit un client, quand on parle, dit oui, j'ai un contrat d'assurance vie, ben, c'est très bien, parfait. On va poser quelques questions. Les questions qui sont principales, c'est de dire au dépôt initial, depuis quand avez-vous ce contrat? À quel âge avez-vous fait ce contrat? Avez-vous fait des versements complémentaires? À quel âge avez-vous fait ces versements complémentaires? Pourquoi? Parce qu'en fiscalité, surtout de l'assurance vie, il y a 3 critères. Le premier critère, c'est à compter de. Ça veut dire que la fiscalité nouvelle sera à partir de 27 septembre 2017. Ou il y aura d'autres dates, novembre 91, octobre 98, 2017. Tous ces points-là sont à étudier d'une façon personnelle. Parce que quand j'entends des clients qui me disent
Monsieur Lombard, j'ai un contrat d'assurance vie. Très bien, il faut le garder, il faut peut-être l'optimiser. C'est là notre conseil. Parce que la différence de demain, comme vous avez pu le remarquer, elle se fera dans la valorisation et dans le conseil. On ne parle pas pour l'instant aujourd'hui. La fiscalité, c'est en dernier. Par contre, il faut le savoir. Donc là, je ne vais pas trop, si vous voulez faire un commentaire, parce que ce n'est pas le but, mais sachez que chaque fois qu'il y a un contrat d'assurance vie, notre analyse, c'est de dire depuis quand vous l'avez, à quel âge vous l'avez pris, les versements complémentaires, et à partir de là, il y a un tableau qui va vous donner la possibilité, si on est en rachat, il y aura une fiscalité adaptée. Donc, par rapport au prélèvement ici, par exemple, on y revient, ce que disait Cyril, vous voyez, apparaît aussi le 12,80. On est en train d'harmoniser tous les revenus de toute l'épargne bancaire. C'est plus simple. Par contre, nous, en technicité, on doit, excusez-moi cette expression, jongler avec ces enveloppes pour optimiser votre situation. Et c'est ça l'intérêt de notre conseil. Ce n'est pas de dire, tiens, on fait de l'assurance vie comme les autres. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de dire, j'ai des contrats, je vais l'optimiser parce que votre but, c'est de dire, je veux des rachats ou je veux aller en transmission. Donc là, on ne va pas aller à ce niveau-là. En cas de décès aussi, regardez un peu ces dates, très importantes. Avant octobre 98, qu'est-ce qui se passait? J'avais quel âge? Qu'est-ce que j'ai? On ne va pas le commenter, mais pensez une chose, que ça soit pour vous, pour vos parents, vos amis, quand il y a une discussion sur l'assurance vie, ah oui, ça rapporte peu ou le fonds euro, le sujet n'est pas dans le contenu parce qu'on peut en parler du contenu. Si on est dans la transmission, si on est dans le rachat, il faut que cette étude soit faite pour chaque client, pour vous, pour vos parents, et dire qu'est-ce que j'ai mis comme bénéficiaire? Tiens, mon conjoint. Ah oui, tiens, mon conjoint, depuis 2007, c'est la loi TEPA, c'est exonéré. Si on franchit le palier, mes enfants, mes petits-enfants, et ça, c'est un travail que nous faisons à BPMed dans la gestion privée et à la banque privée, c'est que c'est le suivi et la clause bénéficiaire va prendre vraiment son sens pour optimiser et pour surtout, je dirais, privilégier une personne et protéger, je dirais, sa famille. Voilà, si vous voulez, dans l'assurance vie. Et pour moi, c'est encore un produit complémentaire au PRI, c'est un produit complémentaire au PEA et au CTO. Cyril, après, c'est toujours pareil, on entend souvent les clients, oui, mais l'assurance vie, il faut le garder 8 ans. En fait, c'est qu'au bout de 8 ans, vous avez quasiment une absence d'imposition sur les retraits parce que vous avez des abattements sur la partie intérêt. Bref, mais vous pouvez avoir de l'assurance vie et faire des retraits programmés, des rachats programmés pendant les premières années. Je vous l'ai montré avec le gâteau, quoi qu'il se passe, la fiscalité sur les retraits, elle est faible. Mais il ne faut pas dans sa tête se dire l'assurance vie, c'est minimum 8 ans, c'est-à-dire qu'on est bloqué pendant 8 ans. Ça, c'est toujours la question qu'on a. Non, on a une fiscalité qui est quasiment inexistante après 8 ans, mais on peut très bien avoir un contrat d'assurance vie et le faire vivre en faisant des rachats programmés. Cyril, je ne t'entends pas. Ah, la souris. Ben oui, il faut que je bouge la souris, je suis désolé, hein, comme c'est moi. Non, c'est pas grave, t'inquiète, c'est bon. Donc, je disais, c'est vrai que là, je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais l'assurance vie, certains clients nous disent il faut la garder automatiquement 8 ans. Mais non, on peut très bien, comme tu l'as dit, faire vivre un contrat, faire des rachats programmés avec une faible fiscalité. On peut retenir que globalement, on est aux alentours de 5% de fiscalité sur un rachat, parce qu'il y a toujours pareil du capital et de l'intérêt. Mais effectivement, au bout de 8 ans, avec l'abattement sur les intérêts de 4 600 € personne seule ou 9 200, on arrive à une exonération. Mais Patrick insistait, le but, c'est plutôt l'aspect transmission. Donc là, on a parlé de PER, on a parlé de compte titre, de PEA, d'assurance vie. Ce sont les principales enveloppes, on va dire. Hein. Mais on va dire, c'est quoi le mieux? C'est le PER. Est-ce qu'il faut faire que du PER? Est-ce qu'il faut faire que de l'assurance vie? Est-ce que je fais que du PEA, que du compte titre? La réponse, bien évidemment, c'est non. Toutes ces enveloppes sont complémentaires. Après, vous pouvez ouvrir tous les bouquins, investir, gestion de fortune. Vous verrez quand même que, suivant certaines analyses, si on va au plus profond, on voit qu'ils ont chacune des caractéristiques, on l'a vu, hein, mais qu'il faut plutôt avoir, je dirais, tous ces supports. En gestion de patrimoine, pour être milliardaire ou avoir 100 000 €, il faut avoir ces enveloppes indispensables et complémentaires. Vas-y, Patrick. Donc là, on a mis juste un graphique qui est actualisé jusqu'en 2020. Regardez, c'est même jusqu'à la crise du Covid. Hein. Derrière, c'est bien remonté. On n'a pas la fin où le CAC 40 est quasiment monté à plus de 6 000 quand même. Hein. Mais c'est pour montrer que Patrick a parlé du contenu. Finalement, aujourd'hui, dans les enveloppes, le plus important, sur longue période, parce que quand on parle de PER, d'assurance vie, moi, le PER, c'est quelqu'un qui a 30-35 ans, qui va ouvrir une enveloppe pour partir à la retraite minimum 65 ans. Donc, le graphique, il est quand même parlant.
on voit quand même que les actions avec les dividendes réinvestis, on est quand même largement supérieur à toutes les autres classes d'actifs. L'assurance vie, le fonds rouge, je le mets carrément de côté. Donc, vous le savez certainement, le fonds rouge, aujourd'hui, on plafonne depuis 3-4 ans, on converge péniblement à 1%. Si on enlève les prélèvements sociaux, il n'y a plus grand-chose. Certes, il y a une sécurité qui peut être remise en cause plus tard. Ça sera l'objet d'un prochain sujet. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais aujourd'hui, regardez, si on compare avec l'immobilier parisien qui a fortement augmenté les dernières années, mais il y a quand même une crise dans les années 90. Le livret A, certes, qui est réglementé, mais dont la rémunération est quand même faible, on voit quand même que les actions sur long terme sont la meilleure solution. Vas-y, Patrick. Donc, si vous voulez, alors on a fait un calcul qui peut être intéressant. On a fait donc une phase de capitalisation de produits. Alors, je verse 100 000 € dans un contrat d'assurance vie, ou je verse 100 000 € dans un PEA, je verse 100 000 € dans un compte titre, et je verse… Oui 10 000, non 10 000, excusez-moi, 10 000 € dans l'assurance vie, 10 000 € dans le PEA, 10 000 € sur le compte titre, et je verse 14 285 € sur le PERI. Alors, pourquoi je verse plus sur le PERI en pouvoir d'achat? Parce que lorsque vous versez sur un PER et que vous choisissez la déduction, automatiquement, dans mon exemple, pour quelqu'un qui est taxé à 30%, vous avez donc une économie d'impôt de 30% sur ces 14 285 qui ont été déduits. Ce qui fait, dans mon calcul, 4 285 € d'économie d'impôt. Donc, finalement, très important, en pouvoir d'achat, vous investissez sur ce PERI 10 000 €. Vous sortez 10 000 € de votre poche. 14 285 investis, vous récupérez 4 285 en N+1. Donc, on compare 4 choses comparables. 10 000 € à chaque fois, donc dans chaque classe d'actifs. Ben, ce qu'on remarque, c'est que la capitalisation à 3% brut par an, on a pris 3% brut, sachant que moi j'ai fait des simulations sur plus de 20 ans, la bourse c'est pratiquement 6% par an. Donc, on a simulé avec des frais de gestion sur l'assurance vie ou sur le PER version assurance vie à 0,80 par an. Ben, on voit qu'elle arrive au bout de 20 ans, chaque enveloppe, le PER, dans la mesure où on a quand même plus capitalisé, puisqu'on a versé plus, on a bénéficié pendant 20 ans de la capitalisation des intérêts sur un montant plus important. Donc, on arrive à 360 000 €. Le PEA et le compte titre n'ont pas de frais de gestion propres à l'assurance vie, donc on a un montant qui est important. C'est juste pour vous dire qu'en capitalisation, on voit quand même qu'aujourd'hui, il y a des enveloppes qui permettent d'avoir une surperformance à long terme. C'est une première remarque sur la capitalisation. Donc ça, c'est vas-y Patrick. Donc ça, c'est un schéma, je dirais en histogramme, qui permet de voir quand même que bon, le PER, parce qu'on a toujours pareil, on a versé plus au départ. Attention, mais on a versé plus, on a récupéré de l'impôt, mais finalement, on n'a investi que 10 000 € par an. On voit qu'on est largement devant. Il ne faut pas négliger les frais de gestion des contrats, l'assurance vie, le PER, qui finalement, vous savez, 0,8 sur 20 ans, ça fait quand même un écart important. Vas-y, Patrick. Oui. Passer. Non, juste avant. On revient un peu. Deuxième chose. Donc, j'ai ma capitalisation. On a vu qu'au bout de 20 ans, le PER a marqué des points. On a un gros montant. Je souhaite donc passer en rente, racheter une partie de ses avoirs. Que ce soit sur l'assurance vie, c'est un rachat partiel. Le PER, on fait un retrait. Le compte titre, on fait un retrait. Et le PERI, on sort une partie de son contrat. Donc, dans l'assurance vie, on parle toujours du gâteau. La fraction d'intérêt dans le rachat, si je rachète 5%, c'est un exemple, hein, il y a 20% d'intérêt qui représente 2 633 €. Fiscalement, on est au-delà de 8 ans. J'avais dit au-delà de 8 ans, l'intérêt de l'assurance vie, c'est que ce montant d'intérêt est en dessous des abattements de 4 600 € ou 9 200 € pour un couple. Vous avez uniquement une taxation au prélèvement social à 17,20, ce qui fait 453 €. Finalement, si je rachète 5% de ma valeur acquise de l'assurance vie de ce contrat chaque année, j'ai quand même un rachat net de 12 180 €. OK. Le PEA, on a un montant qui est supérieur. Pourquoi? Parce qu'on a capitalisé avec un montant plus important, il n'y a pas de frais de gestion, donc on a un montant plus haut. Je rachète aussi 5%, le montant est plus important. On a aussi une partie d'intérêt dans le rachat. C'est un peu le même principe que l'assurance vie. Quand vous faites un retrait sur un PEA, il y a une partie capital, une partie intérêt. Vous avez donc 3 838 d'intérêt. Toujours pareil, le PEA, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de fiscalité. On est au bout de 20 ans, toujours pareil. Hein.
On est en capitalisation au bout de 20 ans de détention. Pas de fiscalité sur l'IRPP, uniquement sur les prélèvements sociaux. Donc, c'est mathématique. 17,20 sur les 3008. 660 € de fiscalité. La rente est un peu plus forte, ce qui est normal. On est parti plus haut. Le compte titre, on est parti du même montant que sur la valeur acquise. On fait un rachat de 5%. Comme on est sur un compte titre, on a capitalisé. On va dire que si on sort un dividende ou si on sort une plus-value à hauteur des 13 838 €, on a dans ces cas-là un PFU sur le montant des intérêts. C'est la fiscalité du compte titre. Et donc, on a une fiscalité totale de 1 150 € qui est supérieure à l'assurance vie au PEA parce qu'on a les 12,80 qui sont sur la partie intérêt du PFU. Mais bon, on a une rente quand même qui est de, on va dire, 12 687 €. Sur le péri, toujours pareil, comme on a vu, donc vous avez une valeur acquise qui est beaucoup plus haute. Vous faites un rachat de 5%. Donc là, c'est là qu'il faut, dans ce rachat, il y a 20% d'intérêt, toujours pareil. Il faut séparer la partie intérêt et capital, parce qu'on a considéré qu'au départ, vous êtes d'accord qu'on a versé 14 000 €, on a déduit ces 14 000 €. Donc, il y a une condition qui est particulière à la sortie, c'est que les intérêts sont taxés au PFU et le capital est taxé, dans mon hypothèse, à la TMI de 30%. Donc, à l'arrivée, on a une fiscalité de 5 414 €, tout compris intérêt plus sur le capital. Mais comme on a beaucoup plus capitalisé, on est sur un rachat net finalement qui est quand même de 12 633 €. Donc ça, c'est très important. Ce que je veux faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, Patrick en a parlé, le contenu, l'assurance vie, le PEA, le compte titre, sur 20-30 ans, parce qu'il faut parler de long terme, c'est ce qui va être à l'intérieur, qui va capitaliser, qui va permettre de faire des écarts significatifs. On le voit là, même en rente, à la mesure où le PER il faut plus fortement fiscaliser que le PEA ou l'assurance vie, on est quand même sur une rente finalement qui est très intéressante. Bon, le PEA est numéro 1, pourquoi? Parce qu'il y a une absence de fiscalité. Alors, avec Patrick, on a vu la phase de capitalisation, avantage au PER, la phase de rente, un léger avantage au PEA, parce qu'en plus, on peut opter, lorsque vous avez un PEA, il y a des clients qui choisissent la sortie en rente viagère. La sortie en rente viagère sur le PEA est complètement exonérée d'IRPP. Vous avez simplement une taxation sur la CSG sur une partie de la rente le jour où vous sortez en rente. Donc là, troisième point, on a fait une simulation sur une fiscalité en cas de succession sur les enveloppes, les 4 enveloppes dont on vient de parler, assurance vie, PEA, compte titre et péri. Et comme l'a dit Patrick, ce qui est important, c'est lorsqu'on parle du bénéficiaire. Depuis 2007, avec la loi TEPA de Nicolas Sarkozy, le conjoint est toujours exonéré de droits de succession. C'est pour ça que lorsqu'on veut privilégier le conjoint, l'assurance vie, finalement, ça ne sert à rien. On est exonéré, donc dans ces cas-là, vous voyez, en avantage fiscal, finalement, c'est le péri qui a le plus capitalisé au cas où, en cas de décès, dans la mesure où c'est le conjoint bénéficiaire, ben, effectivement, ça sera la plus forte transmission. Ça, c'est très... Ah, encore... Cyril? Oui? Voilà, c'est bon, on t'entend maintenant. Il y a une petite question, oui, conjoint ou partenaire pacsé, c'est la même chose. Excusez-moi, il faut que je bouge la souris, je ne sais pas pourquoi, parce que quand la souris, pendant 5 secondes, reste inactive, ça me coupe le son. Donc, si le conjoint est bénéficiaire, bien évidemment, il n'y a aucun intérêt d'avoir l'assurance vie par rapport à une succession normale. On a beaucoup de contrats d'assurance vie où les clients ont choisi par défaut, et longtemps, voilà, bénéficiaire le conjoint, mais finalement, si on regarde de très près, dans la succession, il y a déjà beaucoup d'avoirs qui sont transférés au conjoint en franchise d'impôt. C'est pour ça, comme Patrick l'a dit, la clause bénéficiaire d'assurance vie est à travailler et afin d'éventuellement de trouver des bénéficiaires, que ce soit les enfants ou d'autres personnes, pour avantager d'avoir une absence de fiscalité. Donc, on a fait un deuxième calcul en dessous, si vous voulez, parce que… Très rapidement. Oui, parce qu'on peut choisir d'avoir un démembrement de clause bénéficiaire en laissant l'usufruit au conjoint et la nue propriété aux enfants. Ça se fait. Mais on remarque toujours pareil que le péri permet à l'arrivée d'avoir une transmission in fine plus importante avec la fiscalité. Pourquoi? Parce qu'on est parti sur une base plus haute. Je n'ai pas fait le calcul, mais pour le péri, ce qui est très important, puisqu'on est dans le péri, vous savez qu'en cas de succession, ce n'est pas tout à fait comme l'assurance vie, c'est le jour où on décède qu'on voit si on est avant 70 ans ou après 70 ans. Donc là, je ne l'ai pas mis, j'ai fait un calcul que si on décédait après 70 ans en ayant un péri, ben dans ces cas-là, l'assurance vie retrouve son intérêt par rapport au péri, parce que l'assurance vie, c'est la date de versement qui est importante.
On peut décéder après 70 ans, mais si les versements ont été faits avant, on est dans la fiscalité avec l'abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Voilà. Voilà, ce qui est important, vous voyez que on a fait, bon, on n'a pas fait un catalogue, mais chaque secteur d'investissement, c'est particulier. Et il faut se poser chaque fois il ne faut pas banaliser tous les actes que vous faites avec les banques, parce que ça a quand même une puissance et il y a beaucoup de points forts avec tout ça. Et c'est pour ça que et nous on le fait, on prend 1 heure, 1 heure et demie pour dire on fait le point. On fait le point de vos avoirs. Que souhaitez-vous? On va vous écouter. Et grâce à, je dirais, à toutes ces, jumeler ces enveloppes-là, on va vous donner satisfaction. Le principe, et il a fait un super travail, Cyril, par rapport aux chiffres, parce que c'est vraiment parlant, mais le plus important, c'est vous. C'est de dire qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je peux faire avec les solutions financières. Il est juste pour s'il y a encore des questions, parce que comme ça, au moins, je crois qu'on en est dans la conclusion. Si tu veux conclure, Cyril, et après, si on a des questions, c'est bien volontiers qu'on peut répondre. Donc, pour revenir à ce qu'on disait au départ, ces enveloppes, elles sont complémentaires. Vous voyez dans la presse, il faut faire du PER, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais le PER, on est limité en versement. On ne peut pas verser. Vous héritez d'une somme d'argent, vous faites un gros placement, vous voulez mettre 150 000 €, on ne peut pas le mettre dans le PER. Dans le PER, on est bloqué jusqu'à la retraite. Chaque dispositif a des particularités. C'est pour ça que c'est complémentaire. L'assurance vie, quand je vois ce que je vous ai présenté, on se dit finalement, c'est battu à chaque fois. Dans les 3 simulations, capitalisation, finalement, rachat ou succession, le PER paraît plus intéressant. Mais le problème, c'est qu'avec le PER, on ne peut pas faire des rachats programmés. On est bloqué jusqu'à la retraite, sauf comme a dit Patrick, de sortie de résidence principale ou autre. Donc, c'est complémentaire. Celui qui veut des rachats programmés, complémentaires de sa retraite, le PEA ou l'assurance vie a de l'intérêt. Le PER, c'est autre chose. Le compte titre, finalement, qui en veut dynamiser son épargne sur une place financière importante avec des actions, obligations, a de l'intérêt. Tout est complémentaire, mais pour cela, il faut venir nous voir. Bon, on a une direction de gestion privée, on a des CGP, des banquiers privés, pour étudier personnellement votre situation. Parce qu'il ne faut pas lire les journaux en disant « je fais un PER et c'est fini ». Vous avez vu, c'est quand même compliqué, il y a des conséquences, et donc on est là pour vous. Mais cette présentation, c'est pour montrer que finalement, je répète, les dispositifs sont complémentaires, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. En plus, nos projets évoluent tout au long de notre vie. On a des enfants, on a des projets, les revenus changent, et c'est pour ça que venez nous voir. Voilà. On est un peu dans le timing, Élodie, donc il est 10h moins 2. D'accord, merci pour votre écoute, parce que c'est vrai, ce n'est pas évident. Hein. C'est vrai que la co-animation est toujours intéressante, mais on écoute vos questions et on essaiera au mieux d'y répondre. Après, vous aurez nos mails, hein, si jamais vous voulez nous poser des questions par mail plus tard, si vous avez des interrogations plus tard, mais n'hésitez pas, on vous répondra par mail. Et on vous invitera à venir nous rencontrer, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai plus de son. Allô, Patrick? Non, c'est bon? Élodie? Donc, je pense qu'on peut conclure, hein, voilà, si c'est bon pour tout le monde. Voilà, donc, voilà. Merci de votre écoute. Merci à UPE 06 de nous avoir accueillis et j'espère avoir le plaisir avec Cyril de faire des focus dans une thématique que vous souhaitez. Donc, bonne journée à vous tous et au plaisir de vous voir ou de vous revoir. À bientôt. Au revoir. Merci.